Bonjour, je suis Franck Margerin et vous écoutez La Voix des Bulles. Eh bien bonjour et bienvenue au One Eye Club, donc le podcast BD. Poilonné. Voilà. Je m'appelle de la répartie. Rassurez-vous, le générique ne dure que 35 minutes. Alors, quand Pierrick m'a dit le parrain du festival, c'est Franck Margerin, mes sourcils ont fait une sorte d'imitation pâle de Spock. Un truc. Les oreilles aussi. Ouais, c'est à peu près ça. Et là, humblement, j'ai joué l'honnêteté, j'ai dit c'est qui? Bon. Non, restez. Et donc, et là, El Dictator, parce que c'est comme ça qu'on appelle notre rédac chef là-bas, m'a dit avec des mots un peu pas très agréables, mais c'est le gars qui fait Lucien, qui fait Manu. Et là, il a dit espèce de con. Oui, mais ça, je ne pouvais pas dire parce qu'il y a des enfants dans la salle. Je suis resté. Et là, oui, en fait, El Dictator m'a un petit peu enlevé mes lunettes de soleil à la Philippe Manœuvre, et j'ai vu Lucien avec sa banane sur une belle anglaise, dans un bruit un petit peu de métal hurlant. Merci. Merci. Et je me suis aussi souvenu de Manu, la petite série animée que je regardais sur la 5 quand j'étais un peu plus petit. Ouais. Donc, oui, je connaissais Franck Margerin. Je ne connaissais pas votre nom, désolé. Mais je vous connaissais. Bon. Alors, bien évidemment, Franck Margerin, ce n'est pas seulement 2 prénoms. C'est aussi plein d'autres choses. J'espère qu'on va vous le faire découvrir pendant les prochaines minutes. Donc, on va commencer un peu avec les questions qui fâchent. Tu n'es plus un tout jeune auteur de bande dessinée. Tu as commencé la bande dessinée il y a longtemps. C'est vrai qu'on parle ? Oui. Et dans tu veux vraiment qu'ils partent en fait, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais on est cash. Nous, on est sur Internet, nous. Non, mais on soigne pas nos invités. T'as raison. Et dans ton enfance, tu lisais de la bande dessinée ? Je dirais même qu'à mon âge, quand on était gamin, on n'avait pas trop le choix. Hein. Il n'y avait quasiment pas de télé. C'est-à-dire, c'est le Moyen-Âge. Hein. Il y avait une chaîne en noir et blanc. Et non, en fait, dès qu'on était en âge de lire, on nous offrait des BD aux anniversaires, tout ça. Et on pouvait difficilement passer à travers la BD. Tu lisais quoi ? Alors, moi, j'ai été abonné par mes grands-parents, je crois, à Pilote et à Spirou. Donc, j'ai toutes les semaines, à l'époque, c'était toutes les semaines. Et donc, j'avais mon Spirou et mon Pilote jusqu'à l'âge de 17-18 ans, où là, j'ai arrêté comme Spirou, qui était encore un peu pour les enfants, et j'ai continué Pilote, qui était devenu un journal plus adulte, dans les années 60, enfin après 68. Plus proche de ce qu'est Spirou maintenant. Voilà, exactement. Spirou, maintenant, a aussi muté, enfin, évolué, mais à l'époque, c'était très enfant. Et Pilote était devenu vraiment un journal qui était à la limite Charlie Hebdo, presque, dans les années 70. Ah oui, carrément. Oui, enfin, il y avait un peu de satire, il y avait... Tu dessinais déjà, justement, de lire de la BD, ça t'avait déjà donné oui, envie ? parce que je suis né de parents artistes, ce qui m'a peut-être valu d'avoir dans les gènes la passion du dessin. Et aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je dessinais tout le temps. Et c'était presque de l'autisme. Pendant que les autres jouaient au foot, moi je dessinais. Et voilà... J'ai fini comme je devais finir, auteur de BD. Je crois que personne ne s'est posé la question de ce que j'allais faire plus tard. Il y avait des réussites dans ta jeunesse, dans le dessin, des trucs qui ont... T'as essayé de les présenter Non, quand j'étais gamin, on ne savait même pas ce que c'était vraiment que la BD. On lisait des BD sans savoir qu'il y avait des gens qui travaillaient derrière. Voilà, on n'avait pas le culte de l'auteur. J'aurais croisé Franquin ou Hergé, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. On lisait de la BD, point barre. Et puis... c'est après, quand je suis devenu, disons, un jeune adulte, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un métier, après tout, à force de dessiner et d'en lire, pourquoi j'en ferais pas aussi ? Et je me suis posé la question, mais j'étais même pas sûr, parce que je me suis dit, mais ça va être super compliqué, en fait. C'est très facile à lire, mais c'est pas aussi facile à faire. Mais bon, j'ai quand même tenté le coup, et heureusement, je suis arrivé à une époque où les journaux étaient en plein essor. Pilote venait d'éclater, et de Pilote est sorti Fluide glacial, L'écho des savanes, Métal hurlant.
Et puis par la suite à suivre, tous ces journaux sont arrivés sur le marché et c'est tout juste s'ils ne demandaient pas des auteurs. Donc, maintenant, c'est plus la même limonade. Il y avait des auteurs qui t'influençaient déjà en particulier Oui, moi j'adorais l'humour, donc j'étais plutôt un grand lecteur de Gottlieb, mais j'étais grand fan de Franquin, bien sûr, Spirou, Gaston Lagaffe, et puis toute l'école belge, franco-belge, on va dire. Tout ce que je lisais dans Pilote et dans Spirou, j'adorais. Et alors, ce qui est drôle, c'est comme je lisais pas Tintin, finalement, il y a plein d'auteurs qui sortaient dans Tintin, comme il y avait les Tuniques Bleues, il y avait Chic Bill, enfin les trucs de Tibet, les trucs de Dany, tout ça. J'ai jamais lu quand j'étais môme, mais en fait, je les ai rencontrés après, les auteurs. Quand je suis rentré dans la bande dessinée, je les ai côtoyés, mais ça me disait rien du tout, ça m'évoquait pas la moindre émotion. Je n'avais jamais lu. Et à quoi ça tient, toi? C'est vraiment les BD que tu as lues dans ta jeunesse, c'est celles qui te marquent et qui te font, et celles que j'ai pas lues, oui, ça existe. C'était comme ça. Oh, ça vieillit. Oui, non, mais c'était sûrement très bien, mais je les ai pas lues, donc c'est comme ça. Et puis après, c'est vrai, quand on est dans le métier, finalement, on en lit un petit peu moins. On en lit quand même beaucoup, mais c'est plutôt les BD des copains, quoi. Celles qu'on reçoit en service de presse. Oui. On n'a pas les moyens d'acheter les BD. Faire pleurer dans les chaumières. Alors après, tu as donc au niveau de tes études, tu as fait les arts appliqués. Ouais. Et alors c'est juste pour faire un petit parallèle avec le Lorrain l'an dernier qui était Mézières, qui a fait lui aussi les arts appliqués. Exact. Ouais. Est-ce que c'était la seule voie, on va dire, pour rentrer dans le dessin ou dans la bande dessinée à l'époque? Même pas, parce que les arts appliqués ne préparaient pas du tout à la bande dessinée. Oui, parce que toi, du coup, tu as fait, je crois, laqueur dessinateur textile. Voilà, donc moi j'ai sorti avec un diplôme de laqueur et puis de dessinateur textile, parce que on avait en fait à l'époque, ça a changé maintenant, mais à l'époque on rentrait au niveau de la troisième, après la troisième, donc au niveau de la seconde, et on avait à peu près 4 ans pour avoir un premier diplôme, plus 2 ans pour un diplôme supérieur. Donc on pouvait rester 6 ans dans cette école et pendant 2 ans toucher à tous les ateliers. Donc on pouvait rentrer en se disant, tiens, je voudrais être peintre plus tard, et puis on arrivait dans l'atelier de métal, on se disait, ah mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. On avait l'occasion comme ça de découvrir des trucs, donc j'ai touché à tout, à la sculpture, à la peinture, enfin il y avait des tonnes de trucs, le tissage, plein de trucs, toutes sortes d'art. Et quand je suis arrivé dans l'atelier de lac, il y avait des beaux panneaux de lac magnifiques, j'ai dit, ah ça c'est bien, ça me plaît bien. Et j'ai fait de la laque, mais finalement c'est la pire des choses, parce que tous les produits sont toxiques. Alors notre prof est mort d'un cancer des poumons quelques années après. Et tout est ingrat, c'est-à-dire que tous les produits sentent mauvais. Il y a un produit qu'on vend dans le commerce pour faire des boules puantes. Là-bas, on a les barils. C'est pour dire l'odeur du atelier. Enfin, tout est comme ça. Mais sinon, ça fait des beaux trucs. Mais quand je suis sorti des Arzas, j'avais des beaux panneaux, j'avais fait mon travail, mais j'avais quand même dans l'idée que je ferais de la BD. C'était plus pratique. Et donc, du coup, après la fac, tu as... Alors, quand je suis sorti, non, moi, je suis rentré donc, au niveau de la seconde. J'ai pas eu mon bac, mais j'ai eu ce diplôme de laqueur, etc. J'ai fait 1 ou 2 petits boulots dans le dessin de textile, parce que j'avais aussi un diplôme de dessinateur textile. Et très vite, je suis passé à la BD, parce que c'était ma vraie passion, quoi. Mais j'ai commencé par des petites illustrations, entre autres dans Lui et Playboy, parce que c'était pas du tout des illustrations érotiques. Mais bon, j'ai rencontré un type qui m'a ouvert les portes de Lui et Playboy pour illustrer des petits articles. Et c'était mes premiers boulots, voilà. Et puis après, j'ai rencontré Dionnet par hasard. Enfin bon, pas totalement par hasard, mais je suis arrivé à Métal Hurlant, connaissant même pas le journal. On m'a dit, va voir Dionnet de ma part, et je suis allé voir Dionnet. Je lui ai dit, c'est quoi ce journal de science-fiction là? Ça m'inspirait pas trop, mais je lui ai dit, en attendant d'être dans Pilote un jour peut-être, je vais commencer par Métal Hurlant. Et en fait, je suis rentré à Métal Hurlant et j'en suis jamais ressorti, parce que le journal a pris de l'importance, et puis je m'y sentais bien. Donc, voilà. Je trouve ça assez rigolo, parce qu'avec ton style Grenet, on t'aurait effectivement plus vu dans Pilote, alors que ou dans Fluide Glacial. Ouais, alors que Mézières, lui, s'est retrouvé dans Pilote, alors qu'on l'aurait plus vu dans Métal Hurlant. C'est le hasard de la vie, c'est vrai. Je présentais des illustrations chez Nathan, des petits dessins, et je me sentais pas trop prêt pour la BD, mais mon style était très BD. Donc je présentais juste des petits dessins, et c'est Bernard Farkas, qui était un des 4 fondateurs de Métal Hurlant, qui bossait chez Nathan, qui m'a reçu. Et il m'a dit, bon, pour Nathan, je vois pas trop, mais par contre,
ça pourrait intéresser Métal Hurlant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Métal Hurlant. Voilà. Comment ça se passait, Métal Hurlant? Je sais qu'il y avait une ambiance magazine un peu différente de ce qu'on peut avoir maintenant. C'était de la pige ou il y avait une ambiance journal? En fait, oui, c'est un peu... Je ne sais pas comment définir l'ambiance. C'était effectivement un peu atypique. C'était surtout Jean-Pierre Dionnet qui était le grand patron. Moi, quand je suis arrivé à Métal Hurlant, il y avait Jean-Pierre Dionnet et une secrétaire, point barre. Il y avait 2 personnes. Les locaux devaient faire 25 mètres carrés. La moitié était remplie par les retours, les bouquins pas vendus, enfin les revues. Et l'autre, il y avait un téléphone, un bureau, c'était à peu près tout. Donc je suis arrivé là-dedans, je me dis, est-ce que c'est bien sérieux de rentrer là-dedans? Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance. Effectivement, après, Manœuvre est arrivé. Ce sont devenus des vrais bureaux avec des salles de rédaction. On se retrouvait une fois par mois pour un peu parler des prochains numéros, etc. Et c'était une ambiance assez sympa parce que c'était quand même, pour la plupart, tous les anciens cancres qui se sont retrouvés là, tous ceux dont on ne voulait nulle part, qui arrivaient à Métal Hurlant. Et bon, à l'époque, ça fumait beaucoup, ça picolait pas mal et ça déconnait bien. Voilà, et c'était assez sympa, il faut reconnaître. C'était important de travailler dans un magazine pour se mettre un peu la pression, avoir des délais, C'est important parce que ça nous oblige déjà à fournir tous les mois un certain travail. Donc on avait une deadline tous les mois, ça pouvait être la fin du mois, je ne me souviens plus. Et puis ça nous donnait un salaire surtout, parce qu'on n'avait que ça pour vivre. En attendant les droits d'auteur hypothétiques qui arriveront quand l'album sortira, on a pendant au moins 1 an, on n'a pas de droits d'auteur. Donc si on livre une histoire où il n'y a que 2 pages, vu qu'on était payé 500 francs à l'époque, on avait 1000 francs pour tenir. Et quand j'ai commencé Métal Hurlant, c'était un trimestriel. Donc là, tu avais 1000 francs pour tenir 3 mois. C'était un peu chaud. Donc quand après quand c'est passé mensuel, ça a quand même été une bouffée d'oxygène. Et puis quand j'ai pu imposer un certain nombre de pages chaque mois, enfin j'ai rien imposé, mais disons qu'on m'a dit tiens, tu peux faire une histoire de 8 pages si tu veux pour le prochain, là, yes. Vous n'étiez pas salarié Non, on n'était pas salarié, mais on n'était même pas déclaré, si bien que si tu t'en rends compte quand tu es à l'âge où tu commences à regarder tes points retraite, tu te dis tiens, c'est bizarre. J'ai quand même bossé pendant pas mal de temps pour ce journal, et puis en fait, tu t'aperçois que tu n'as aucun point. Enfin bon, c'est des détails. Oui, parce que à l'époque, l'album, c'était du bonus déjà, parce que je sais qu'il y avait les gens travaillaient pour la presse, et l'album, c'était du bonus si la série marchait bien dans la presse. Alors, moi, j'ai eu de la chance. Mon éditeur m'a tout de suite fait un album, enfin assez rapidement, pas tout de suite, mais assez rapidement, j'ai sorti un album qui était un tirage assez raisonnable, puisque c'était 12 000, pour l'époque, c'était pas mal. Maintenant, ça fait énorme. Oui, on a dû en vendre 8 000, mais ce qui était pas mal pour un premier tirage. Et puis après, ça a été un peu crescendo comme ça, mais j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à un bon moment. Et les gens étaient encore disponibles pour lire la BD, les prix n'étaient pas encore trop chers, les journaux étaient ouverts. Non, c'était vraiment l'âge d'or pour nous, c'était l'âge d'or de la BD. Il y avait moins de choix en librairie. Oui, non, puis un libraire gardait tes bouquins. C'est-à-dire que quand l'album sortait, s'il ne le vendait pas, il le mettait dans ses rayons, il dit je le vendrai plus tard. Maintenant, un album qui n'est pas vendu, il repart direct en carton. Donc on n'a pas de visibilité passé la nouveauté. On a une semaine, voire 15 jours pour être vendu, et après, c'est dans les retours. Bon, ce qui est très embêtant pour les jeunes qui ne sont pas connus, parce qu'il faut déjà que le libraire ait envie de le mettre en valeur, et puis que l'album se vende. Si l'album ne se vend pas, il repart. Enfin, je ne sais pas comment font les jeunes, il faudrait inviter des jeunes pour leur poser la question. J'ai déjeuné à midi là, à côté justement de jeunes dessinateurs. Et ils sont montés en studio pour être à 3 ou 4 sur un album. Et ils font un album tous les 3 mois, 4 mois. Et ça, ça aurait été impossible. Moi, en bossant comme un dingue, je bossais, enfin comme tout le monde, mais je faisais un album par an et je ne pouvais pas faire moins. Et puis c'est des albums de beaucoup de pages en plus. Je pense que c'est des auteurs de la semaine. Oui, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est des albums de 44 pages, c'est des albums de 200 pages. Donc il me racontait, il faisait 20 pages par semaine de BD. Alors j'ai dit, mais la dépression va bientôt arriver. Il me dit, non, c'est déjà fait depuis longtemps. Ils ont tous craqué. Bon. Maintenant, ils arrivent à négocier d'avoir 5 mois pour faire un album de 200 pages. Avec les premiers, c'était 3 mois. Alors, ça devient fou, quoi. Tu as créé Lucien en 1980.
Enfin, d'où est venu le choix de créer un héros rock, enfin, dans une période où c'était plutôt le punk et le new wave qui étaient En fait, j'ai créé Lucien toujours pour Métal Hurlant, qui est un journal de science-fiction, qui a eu la bonne idée pour moi, en tout cas, de créer des numéros à thème. Et un jour, le thème du rock est arrivé. C'était Philippe Manœuvre, qui avait pris un peu les rênes de Métal Hurlant et qui a insufflé donc l'idée de faire un spécial rock. Et pour l'occasion, j'ai créé Lucien et sa bande de potes, puisque j'avais des souvenirs quand j'avais un groupe de rock quand j'étais plus jeune. On répétait et tout ça. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. Donc j'ai mis mon frère dedans, j'ai mis quelques copains, j'ai mis pas mal de petits private jokes comme ça pour faire marrer mes potes. Et puis j'ai pris vraiment du plaisir à raconter ça, parce que c'est la première fois que je racontais une histoire vécue. Avant, c'était que des histoires inventées. Et avant Lucien, d'ailleurs, j'avais aucun héros. C'est-à-dire qu'à chaque histoire, je recommençais à zéro. Je dis, bon, de quoi je vais parler, quel va être mon personnage, quel va être l'univers, l'endroit, tout. Et alors c'était un peu usant. J'avais fait pendant 2 ans, j'ai fait des albums où il n'y avait pas 2 fois les mêmes personnages. Et quand Lucien est arrivé, il y a eu un déclic. Je me suis dit, tiens, je vais raconter des trucs que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et je vais mettre mes potes, etc. Et j'ai eu après un plaisir vraiment énorme à dessiner cette histoire. Et bon, j'ai demandé à mon éditeur, est-ce que je pourrais revenir avec mes petits rockers de temps en temps? Comme c'était un journal de SF, je le sentais moyen, mais il m'a dit oui, pas de problème. Et du coup, voilà, Lucien, après, à partir des années 80, s'est imposé. Au départ, Lucien, c'était pas vraiment le héros central de l'histoire, mais au fur et à mesure, il est quand même devenu le... Oui, c'est vrai que quand j'ai créé cette bande de copains, le héros, c'était le chanteur du groupe, Ricky Banlieue. Et Ricky Banlieue était la tête de mon meilleur pote de l'époque, avec un gros menton comme ça, le pauvre, nez cassé. Et le nom de Ricky Banlieue venait de Ricky Beaulieu, qui était un autre groupe de copains qui avait monté un groupe qui s'appelait Ricky Beaulieu. Voilà, donc j'ai fait comme ça des petits jokes. Et puis, le seul personnage que j'ai vraiment inventé, c'était Lucien. Et je lui ai fait une coiffure improbable, une espèce de banane en forme de cône. Et il était un petit peu gros, c'était le petit gros de la bande avec des roues flaquettes. Et puis j'ai trouvé plus marrant que les autres. Et du coup, quand j'ai refait mes petits loupards, il a un peu pris la vedette. Puis un jour, je me suis dit, tiens, mais j'ai l'impression que j'ai un héros, là. Au bout d'un certain nombre d'histoires, je me suis rendu compte que Lucien avait pris la vedette, quoi. Mais ça s'est fait un peu à mon insu. Et je pense que c'est grâce à la banane. Voilà. À quoi ça tient. Tu as déjà porté la banane? Non, alors, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, j'ai jamais été rocker. À l'époque de mes 17, 18 ans, on avait tous les cheveux longs. C'était un moment du mouvement un peu beatnik. Donc, la banane, j'aurais pu la faire, mais il fallait tout ramener. Donc, elle tombait, ma banane, sur les côtés. Mais par contre, on avait un groupe de rock, on faisait des reprises de twist. C'était même pas du rock, c'était du twist, des trucs bien ringards. Et là, on se faisait des fausses bananes pour l'occasion. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était aux Arza quand on avait 18 ans. Par contre, du coup, tu es fan de moto anglaise quand même. Parce que dans Lucien, on a beaucoup de Norton, des BSA. Alors, j'adore la moto en règle générale, pour tout ce qu'elle représente, la liberté, pour plein de choses. Et j'ai une petite préférence, effectivement, pour les vieilles motos. Et parmi les vieilles motos, plutôt les anglaises. Mais bon, c'est pas les motos les plus pratiques pour rouler. Non. Ça a tendance à tomber souvent en panne. Mais sinon, pour moi, c'est la moto de mes rêves. C'est sa moto qui vibre, qui fait du bruit, qui n'est pas une moto comme on voit maintenant, tout en plastique, avec des cartographies et des trucs le truc qui ronronne à injection, qui font des bruits d'aspirateur. C'est vraiment la vieille moto qui... Bon, effectivement, une vieille Triomphe, il n'y a pas plus beau, quoi. Comment s'est passé le transfert chez Fluide Glacial? Parce que du coup, au départ, Lucien était chez... Alors, je suis resté... Les Humano. Je suis resté aux Humano, parce que moi, je suis un auteur quand même très fidèle. Et je suis resté aux Humano quasiment jusqu'à la fin. En tout cas, la fin de Métal Hurlant. Et après, je continuais. Et c'est vrai que Métal Hurlant est une maison d'édition qui a très mal géré sa trésorerie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais Fabrice Giger, le grand patron, avait plein de sociétés. Il voulait se lancer dans le dessin animé, il voulait être un peu le maître du monde. Donc il avait une succursale à Los Angeles. Et il y a pas mal de ces boîtes qui perdaient de l'argent. Donc il réinjectait de l'argent de Métal Hurlant dans ces boîtes pour les sauver de la faillite. Et résultat, Métal Hurlant est
est devenue aussi une boîte en faillite quasiment. Et à un moment, il avait vraiment besoin d'argent, il ne pouvait plus payer les auteurs. Et Louis Delas, qui était le patron de Casterman, qui s'occupait aussi de Fluide Glacial, voulait absolument que j'intègre l'équipe de Fluide, et il a proposé un chèque à Fabrice Guigueur, disant « Je t'achète Margerin ». Ça fait un peu mercato quand même. C'est exactement le mercato. Donc, en fait, comme Métal Hurlant me devait beaucoup d'argent, il ne me payait plus depuis un certain temps, j'ai pu enfin récupérer mon argent, et certains auteurs ont pu être payés grâce à mon transfert, mais ce n'était pas mon choix. Moi, j'étais très attaché à cette maison d'édition, et j'y serais resté jusqu'à la fin. J'y serai encore d'ailleurs, parce que c'est toujours pas fini. Mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qui se porte pas très bien. C'est dommage. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, Lucien n'est pas devenu un petit peu une sorte de double littéraire de toi C'est-à-dire qu'effectivement, plus ça allait dans le temps, plus Lucien, c'était un peu moi. Je me racontais à travers Lucien. Et là où j'ai vraiment franchi le pas, c'est quand Lucien est devenu ce gros père qu'on voit maintenant, sexagénaire, ou quinquagénaire. Là, j'avais envie de me raconter vraiment, et je ne pouvais pas me raconter à travers un personnage qui a 20 ans, qui roule en mobilette. C'était trop décalé dans l'époque, et trop décalé vis-à-vis de ce que je vivais. Donc, j'ai fait vieillir Lucien. Maintenant, Lucien, il a un ordinateur, comme tout le monde. Il a une télé avec un écran plat. Avant, c'était des gros postes cathodiques. Donc, j'ai basculé dans l'an 2000, dans le 21e siècle. Et j'ai fait, en faisant vieillir Lucien, j'ai pu vraiment me raconter la paternité, la vieillerie, si on peut dire, les problèmes de décalage. De dos, de décalage. Et puis c'est vrai que de décalage, parce que je vois mon fils, j'ai jamais vu apprendre quoi que ce soit, taper sur un clavier, mais il tape sur un clavier, il ne regarde pas où il met les doigts. Alors que moi, je cherche toujours le A. Ça fait 15 ans que je tape sur un clavier, c'est toujours pas, sans regarder les touches, c'est toujours pas. Donc je me rends compte que les gamins ont vraiment une facilité pour tous ces objets. Tu lui files n'importe quel téléphone, il sait tout de suite comment ça va marcher. Alors que, de toute façon, maintenant, on ne vend plus les modes d'emploi, il faut les télécharger sur Internet. Déjà, ça, je ne sais pas si je saurais le faire. Enfin, j'essaye, mais je rame un peu. Justement, pour revenir sur la technologie, tu nous disais que tu faisais, tout à l'heure, tu nous as dit que tu faisais toutes tes couleurs. Maintenant, on est à une ère au niveau de la colorisation informatique. Ouais. Tu travailles encore à l'ancienne avec des bleus Alors, j'ai mis un petit peu de modernisme dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je dessine mes planches au crayon comme tout le monde. Après, je les passe à l'encre comme tout le monde. Et avant de les passer à la couleur, comme il y a toujours des petits défauts, des petites pétouilles avant, j'étais obligé de faire ça au Tipex. Maintenant, je le scanne et je le fais à la palette graphique. Alors, je suis obligé de faire la couleur à part sur une sortie imprimante, parce que l'original est couvert de Tipex. Donc j'ai le noir et blanc d'un côté et la couleur de l'autre, mais je fais toujours au pinceau. Voilà, le seul modernisme, c'est que je retouche sur Photoshop au lieu de retoucher au Tipex. Excusez-moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais malade à crever. Ce sont quelques restes qui me retombent sur les bronches. T'as connu ce qui était un peu un âge d'or de la BD. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité des difficultés qu'ont les jeunes auteurs. Est-ce que c'est des sujets auxquels tu t'es intéressé? Est-ce que qu'est-ce que tu penses de toutes ces revendications des jeunes vis-à-vis de leurs conditions de travail? C'est vrai que c'est un métier de merde, parce que c'est à la fois le plus beau métier du monde. Moi, j'adore ce métier parce qu'on a une liberté totale. Il y a des gens qui sont dès le matin dans les embouteillages. Nous, moi, c'est de mon lit à mon bureau. Il y a 3 mètres, rarement embouteillé. Un peu de bordel, mais j'arrive à mettre moins d'une heure pour aller bosser. Et il faut reconnaître qu'on a une liberté, on n'a pas un patron derrière, qu'il faut recommencer. Enfin, ça peut être le cas de certains, mais en règle générale, on a quand même beaucoup de liberté. Donc, je ne changerai pour rien au monde de métier, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les avantages sociaux qu'ont tous les métiers. On ne les a pas, on est malade. Et puis, il n'y a pas de chômage, il y a plein de trucs qu'on n'a pas. La plupart des retraites sont vraiment minimalistes. Il faut dire qu'on cotise au minimum aussi. Donc, il y a plein de trucs, effectivement, qu'il faudrait revoir et que les jeunes essayent de revoir. Et d'autant plus que le métier s'est durci. Encore à notre époque, on avait cette visibilité dont je vous parlais. On n'était pas aussi nombreux sur le marché. On n'avait pas toute cette concurrence qu'ont tous les jeux vidéo, les multimédias. Mon fils, qui est
assez jeune, puisque je l'ai fait assez tard, il a 21 ans, et quand il avait 12-13 ans, les BD ne l'intéressait pas du tout. Il économisait pour s'acheter des disques de jeux vidéo, enfin des trucs de PlayStation, là, tout ça, et c'était 75 €. Je dis, mais putain, 75 €, c'est une somme quand même. Mais ça partait là-dedans, donc je pense qu'il y a toute une génération comme ça qui a un peu oublié la BD. Donc tous les jeunes qui arrivent maintenant, ils ont plus ce potentiel de lecteur ou le pouvoir d'achat qu'avaient ce lectorat à l'époque. Donc tout est devenu plus dur. C'est vrai que maintenant j'entends parler de tirage, un type qui vend 10 000 exemplaires, tout le monde dit ah, félicitations, super. Alors qu'à l'époque, 10 000 exemplaires, on débutait dans le métier. On dit oh, c'est bien, mais voilà. Donc c'est vrai que tout a changé. Donc je comprends que les gamins se préoccupent pour les problèmes de retraite, des problèmes de cotisation sociale, des problèmes de toutes sortes, parce qu'ils sont déjà pris à la gorge. En plus, les éditeurs les aident pas beaucoup, puisque profitant de cette crise, ils leur proposent Royal une prépublication à 30 € la page, des trucs comme ça. Donc ça devient vraiment très très dur. Et je pense honnêtement, si je vais faire de la BD maintenant, j'hésiterais, je pense. Ouais. Justement, les jeunes sont en train de chercher d'autres solutions, d'autres moyens de se diffuser. Donc il y a Internet qui est arrivé, on a de plus en plus d'auteurs qui proposent leur bande dessinée sur Internet, qui essaient de proposer de nouvelles formes de narration, de nouvelles formes de financement. Est-ce que tu vois ça comme une évolution logique ou comme une révolution au niveau de la bande dessinée ? Ça peut être un peu les deux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de films et de disques qui se font comme ça, par souscription, et je trouve ça vachement bien. En plus, les gens sont intéressés un peu aux bénéfices, si jamais ça marche. Donc c'est un peu encourageant, ça veut dire, bon, vous nous filez 100 €, mais vous pouvez en récupérer 150 si ça marche. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien. Je ne sais pas si ça se fait dans la BD, mais en tout cas, ça se fait dans d'autres médias, et pourquoi pas dans la BD. Mais il faut trouver des solutions, de toute façon, c'est sûr. On a en plus peur du téléchargement, parce que le téléchargement, pour l'instant, n'est pas encore très, très répandu. Mais je pense que quand toutes les BD vont être numérisées, que les gamins auront le choix entre acheter une BD qu'ils vont plus savoir où mettre après, qui n'auront pas eu, comme nous, l'amour de l'album, ils téléchargeront des BD, ils la liront, et après ils l'effaceront, ils prendront autre chose. Et un téléchargement, ça va être 2 €. Donc pour un auteur, quand il voudra vivre de ses royalties, s'il doit toucher 10% de 2 €, ça va commencer à être difficile, je pense. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ouais, alors je vais la répéter pour l'enregistrement, parce qu'on n'a pas de micro pour la salle, je suis désolé. Deux questions en fait qui ont rien à voir. Sur cette question justement sur les tirages papier par rapport à Internet, je vois que le vinyle en ce moment, c'est discardé je crois aujourd'hui en plus. Ils ont multiplié par 3 je crois la vente de vinyle. Et pourtant, il y a quelques années, le vinyle disparaissait, c'était les MP3, etc. Si on prend l'exemple du vinyle, on pensait qu'il allait disparaître au profit du numérique, mais pourtant les ventes ont été multipliées par 3 ces dernières années. Vous ne pensez pas que les gens vont de la même façon se réapproprier l'objet BD ? Alors, ce que tu dis, effectivement, entre-temps, il y a eu on parlait du disque, donc effectivement, tout le monde a balancé son vinyle en disant, maintenant le progrès, c'est le CD. On s'est rendu compte quelques années plus tard que c'était vraiment un progrès de merde. C'est-à-dire que maintenant, autrefois, si tu étais soigneux, ton disque, tu pouvais le garder 50 ans sans qu'il soit rayé. Maintenant, ton disque, tu le mets dedans, il fait tout. Autrefois, on mettait une pièce de monnaie sur le bras, ça passait. Maintenant, on ne sait pas quoi faire. Donc, on s'aperçoit que le CD, c'est un truc qui ne dure pas très bien et les gens reviennent au vinyle. Bon, dans le cas de la BD, je ne sais pas si on aura le même procédé. Peut-être effectivement que la lecture sera toujours moins agréable sur un écran que sur du papier. Et il y aura toujours des gens pour offrir une BD, parce que ça peut être un bel objet. Mais je pense qu'il y aura toute une génération de gamins qui consomment la BD sans le culte de l'album, qui passeront au téléchargement. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau, si ça va être beaucoup ou si ça va être marginal. Pour l'instant, les emmerdes commencent à débuter seulement. On verra dans quelques années, effectivement, comment ça va évoluer. Et la deuxième question ? Parmi tous tes livres sortis, lequel a été le plus gros succès ? Parmi toutes les aventures de Lucien Manu. Ah ouais, alors ça c'est une question plus personnelle. Quel a été mon gros succès ? Alors c'est difficile à dire. Je pense que c'est une période
au milieu des années 80, période de Banane Métallique, Radio Lucien, etc., Ricky 7, où effectivement, là, je faisais des tirages qui frôlaient les 100 000 exemplaires, et que maintenant, avec la crise générale, je ne connais pas un seul auteur qui ait doublé ses ventes depuis 20 ans. C'est plus difficile, mais bon, la série Je veux une Harley qui marche bien tourne autour des 60 000 exemplaires, donc on ne va pas pleurer. Mais je fais partie encore des auteurs qui ont beaucoup de chance de pouvoir en vivre, même si ce n'est pas ce que ça a été. Ça reste encore très confortable. Et voilà, mais c'est vrai que maintenant, un beau tirage, on peut penser qu'à partir de 10 000, c'est déjà un beau tirage. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. D'autres questions? Faites pas les timides. Hein. Et vous en avez, vous? Ils en ont pas, mais on a d'autres. On n'a plus beaucoup de pages, mais on a encore des questions. Oui. Justement, du coup, là, tu nous parlais de Manu. Comment est arrivée la création de Manu en animé, et puis ensuite, du coup, en bande dessinée aussi? Alors, en fait, au départ, c'est un petit studio à Angoulême, enfin à côté, à Saint-Iriex, qui commençait à faire un peu d'animation, qui m'a proposé de faire Lucien en dessin animé. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'était vraiment pas terrible. Enfin, c'était pas Walt Disney, quoi. Donc, l'idée de faire du dessin animé me séduisait quand même, mais j'avais peur que Lucien soit complètement raté, que ça plombe un peu la série qui marchait bien. Alors j'ai dit, écoute, moi je veux bien te faire du dessin animé, mais à ce moment-là, je crée un personnage pour le dessin animé. Bon, je me suis pas trop cassé. Si on retire la tête de Manu, c'est Lucien, quoi, il est habillé pareil. J'ai juste remplacé le Néron par un nez pointu et la banane par une mèche jaune. Mais voilà, c'était pas Lucien. Et après, j'ai fait des histoires pour un public un petit peu plus jeune, parce que comme je m'étais dit, du dessin animé à la télé, voilà, on va cibler plutôt les 10-12 ans, dans ces eaux-là, enfin. Et donc j'ai fait Manu, et bon, ça a connu un petit succès, mais sans plus. Et finalement, bon, c'était une belle expérience, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais bon, franchement, ça... Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des pays, par exemple, j'étais allé en Algérie il y a quelques temps, Lucien passait sur les écrans en Algérie, et en fait, mes albums sont très peu diffusés là-bas et coûtent très cher, donc les jeunes Algériens ne connaissaient pas du tout Lucien, et par contre, tout le monde connaissait Manu, et quand j'ai commencé à dédicacer, tous les gens arrivaient, « Ah, Manu, génial !» Et en France, ça arrive quasiment jamais, quoi. Et est-ce que tu aimerais du coup retravailler sur de l'animation, pour peut-être animer justement réellement Lucien ce coup-ci, ou pas? Si l'occasion se présentait. Ça m'amuserait de voir Lucien en 3D, maintenant qu'il est gros. Je pense que... En 4D, on va rajouter un D derrière. Non, oui, si, j'aimerais bien faire bouger les personnages, mais c'est beaucoup de travail, donc moi je me cantonnerais au storyboard si ça devait se faire, mais moi je suis ouvert à toutes les suggestions. On m'a même proposé de faire Lucien au cinéma, et c'est tellement compliqué que ça fait 3 ans que c'est parti, il n'y a toujours rien de commencé. Et c'est vrai que je me rends compte que la bande dessinée est un truc formidable, c'est qu'on part d'une feuille blanche, bon, pour ceux qui n'ont pas l'angoisse de la feuille blanche, et après on raconte ce qu'on veut. On peut raconter un truc de folie avec des milliards de figurants, des vaisseaux spatiaux, des machins, ça coûte le prix du papier et éventuellement le prix d'une ligne de crayon. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Alors que le cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. 3 ans pour un projet au cinéma, c'est pas beaucoup, hein, pour le moment. Et alors, bon, on a commencé un petit peu à voir un peu grand. Et puis, mon producteur, on m'avait dit que ça se passerait comme ça, et ça s'est passé comme ça. Le premier scénario que je lui ai soumis, il a sauté de joie en disant c'est génial, on y va. Et puis, quelques mois plus tard, il me dit il faudra peut-être que me retravailler des trucs parce que c'est un petit peu bavard, ou c'est un petit peu ceci, c'est un peu cela, ok. 1 an plus tard, on refilait le bébé à un autre scénariste. Et puis le mec m'a rajouté plein de scènes, plein de machins qui ne correspondent pas à ce que je ressens, à ce que sont mes personnages. Donc on m'a transformé mon bébé, quoi. On lui a rajouté des bras, des jambes et tout. Donc je ne reconnais plus trop mon bébé. Et puis après on a dit, bon, le cinéma, c'est quand même beaucoup d'argent, je devais le réaliser, donc on va plutôt faire un téléfilm, et ainsi de suite, et je sens que ça va se terminer, je ne sais pas, un théâtre de Guignol. Enfin bon, on va voir ce que ça va finir par faire, mais en tout cas, ça fait 3 ans que l'idée est lancée et qu'on travaille dessus, et
Et concrètement, il n'y a rien de fait, quoi. Mais tu as quand même gardé le final cut, enfin la décision finale. Tu n'as pas vendu ton personnage. Non. De toute façon, j'ai dit que si, dans le pire des cas, si vraiment ça ne me plaisait pas, vous mettez d'après Franck Margerin, et puis ciao, faites votre film. Parce que je ne veux pas réaliser un film qui ne me plaît pas, c'est sûr. Mais on a quand même fait des castings, on a fait des trucs, on a quand même un peu avancé, mais la route est très longue. Tu verrais qui dans le rôle de Lucien? C'est ça le problème, c'est l'histoire de Lucien vieux. Enfin, Lucien quinquagénaire. Donc, on a commencé à chercher tous les quinquagénaires susceptibles de faire Lucien, et puis il faut qu'il y ait sa bande qui aille avec. Et puis après, j'ai dit quinquagénaire, maintenant un rocker de 50 ans, ça ne fait plus rire personne, parce qu'ils sont tous 70 ans, les rockers maintenant. Alors je dis, bon, on va chercher plutôt alors des rockers de 70 ans, pour faire genre les vieux qui remettent le couvert. Bon, ça, c'est pas spécialement original, mais à l'époque où j'avais fait ma BD, ça faisait rire. Maintenant, c'est vrai que tous les vieux rockers ont cet âge-là, quoi. Donc, je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Sur les produits dérivés, je pense statuettes, etc. Tu t'y intéresses? Tu as un droit de regard? Alors, j'ai la chance, j'ai une petite société qui fait du droit dérivé, qui a flashé sur Lucien et qui quasiment tous les mois se ressort une petite figurine, un petit machin. Et donc ça fait des petits personnages en plomb. Enfin, c'est un genre plomb parce qu'on n'a plus droit au plomb, mais les petits personnages sont aussi lourds que du plomb en tout cas. Et c'est assez joli et voilà, mais c'est vraiment réservé. Ils font des tirages de 50 pièces. Donc on gagne pas d'argent vraiment là-dessus, mais ça fait des beaux petits objets. J'ai comme ça plein de vitrines avec des petits Luciens, ça me fait plaisir, mais bon, c'est pas les Schtroumpfs, hein. C'est pas avec ça que je gagnerai de l'argent. On a lu que tu avais des influences très diverses sur le franco-belge, les américains, les affichistes. Tu n'as jamais eu envie de travailler dans un autre style que ce style qui est un peu ta signature maintenant, hein, En fait, tu t'aperçois que le dessin, alors je sais pas, il y en a qui sont arrivés comme Möbius, il y en a pas mal qui arrivent à faire plusieurs styles. Mais moi, c'est comme une écriture. Hein. Si je devais faire une lettre anonyme, tout le monde dirait « Ah, c'est Margerin qui a écrit ça ». Je serais incapable de changer mon écriture, ou alors quelques mots. Donc, j'ai essayé, dans mes toutes premières BD, je me cherchais un peu. Alors, j'ai fait des histoires un peu réalistes, un peu machin et tout ça. Et on ne se refait pas, quoi. Mon dessin, déjà, mon premier coup de crayon, c'est un nez. Je commence toujours par le nez, quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours un rond. Donc, tous mes nez sont ronds, quasiment. Et si je commence pas une BD comme ça, c'est la panique. Non, enfin, je déconne, mais c'est un peu ça. Je peux pas changer mon style. C'est comme ma voix, c'est comme plein de choses. Ça se fait naturellement. Et moi, une BD, il faut que je fasse rire les gens. Si je dois faire une BD historique, ce serait impossible, quoi. Je deviendrais fou. Tu travaillais seul jusqu'il y a peu, et là tu as commencé à travailler avec Marc Quadrado sur Je veux une Harley. Ouais. Comment c'est arrivé cette rencontre? En fait, j'ai eu quelques très rares expériences quand j'étais plus jeune dans le journal Zulu, qui était un journal que tenait Actuel. Et Phil Cazoar m'avait fait une petite série de personnages qui s'appelait Scoop et Flash. Et ça devait être un album. Puis bon, la série s'est arrêtée avant qu'on puisse faire un album, donc on a laissé tomber. Dionnet m'avait fait quelques scénarios avec l'envahisseur de Bobigny, ça devait être un album, et puis il n'avait pas le temps de finir. Il m'a dit, oh, allez, fais tes trucs, c'est très bien. Hein. Voilà, donc à chaque fois ça avait avorté, et puis une fois que j'avais trouvé un peu mon style, j'avais plus envie de travailler avec un scénariste. Donc tout le monde me disait, oh, j'ai un scénario pour toi. Je dis, non. Donc je refusais tout ce qu'on me proposait, et puis là, je venais de terminer mon 3e Lucien vieux, et je me suis dit, tiens, quand même, j'ai envie de faire un truc un peu différent. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil de mon rédacteur en chef, qui s'appelait toujours Thierry Talot, et qui m'a dit, écoute, un type me présente un scénario, là. Il cherche un dessinateur, j'ai tout de suite pensé à toi. Ça parle de moto, d'Harley Davidson et tout. Alors, je pense que ça devrait te plaire. Alors, je dis, écoute, on voit. Je vais bien jeter un œil. Et j'ai eu le coup de cœur, j'ai dit putain c'est génial, et on y va. Et puis comme ça a eu du succès, j'en ai fait 4. Ouais. C'est un one shot qui s'est un peu étalé. Il y en a d'autres de prévus justement? Oui, il y aura 5 prévus plus tard. Là, cette année, je dois faire un Lucien. Et donc justement, là sur les Luciens, maintenant tu vas faire... parce que là tu nous as fait le Lucien père de famille, est-ce qu'on aura un Lucien dans le futur? Ouais, Lucien à 60 ans, rocker en fait, sur le retour. Je me pose beaucoup la question, c'est pour ça que le Lucien n'est toujours pas commencé.
c'est que j'avais envie de fonctionner sur des flashbacks pour montrer Lucien vraiment tout petit. Mais comme j'ai déjà fait des flashbacks dans certaines histoires, j'ai peur de me répéter. Donc, je me pose beaucoup de questions. Je voulais faire un truc sur la nostalgie, parce qu'on arrive à un peu une époque où les gens parlent plus que de ça. Nostalgie, on voit ça partout. Et Lucien qui raconte à ses enfants, quand il avait leur âge, les vacances, la télé, les machins, l'école. C'est des pistes que j'ai, mais j'essaie de mettre ça en place. Mais pour l'instant, rien n'est vraiment décidé. Mais je ne veux pas le faire plus vieillir. Parce que je ne suis pas dans la peau d'un vieillard, donc je ne peux pas non plus raconter Lucien. Si je veux rester en osmose avec lui, il faut pas qu'il soit plus vieux que moi. Mais puis ce serait dur pour le personnage. Et puis je ne sais pas si on peut vraiment faire rigoler avec des couches confiance. Enfin, ça peut faire marrer 5 minutes, mais après, on a vite fait le tour de tous les problèmes de vieux. Et je préfère aller vers la jeunesse de Lucien que vers la vieillesse. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une BD que tu as découvert récemment, dont tu aimerais nous parler quelque chose, Des BD, oui, c'est vrai que. Alors, moi, le problème, c'est qu'avec l'âge, je retiens plus toujours les BD que j'ai lues, mais c'est vrai, celle dont je me souviens, c'était L'Arabe du futur de Riyad Satouf, qui n'a pas besoin de pub parce qu'on en a tellement parlé, oui. Mais il faut reconnaître, c'est vraiment bien. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu la nostalgie, puisqu'il raconte son enfance en Syrie, et de voir ce père qui est quand même qu'un instituteur qui est assez éduqué, qui a vécu en France, etc., qui quand même a aussi ancré en lui des espèces de traditions très machistes, et sa femme qui veut pas trop plonger dans ce genre de trucs, porter le voile et tout ça. Donc c'est assez intéressant, puis on apprend beaucoup de choses racontées à travers le discours d'un enfant qui pose pas de jugement, voilà, c'est simplement raconter naturellement son quotidien de gamin là-bas, en plus de petits gamins blonds dans un pays où tout le monde est brun. Et c'est vraiment un très bel album. Tu lis encore beaucoup de BD ? Oui, j'en lis pas mal et j'essaye de me tenir un peu au courant. Là, pour venir ici, je lisais Casemate, c'est un journal qui parle de bande dessinée, qui est assez bien foutu, que j'ai rarement le temps de lire et du coup je le lis quand je prends le train. Et là, c'est là que je découvre plein de trucs vraiment intéressants et je suis très admiratif de tous ces confrères, ces collègues qui bossent comme des dingues pour raconter des trucs vraiment très forts. Il y en a un qui parlait de la jungle de Calais. Alors il disait qu'il faisait des dessins parce que là-bas, c'est difficile de prendre les gens en photo, bien sûr, parce qu'ils sont déjà tous dans une espèce de tension assez. Par contre, il peut les dessiner. Et les gens, le dessin, c'est un côté magique, c'est que ça fait tomber les barrières, c'est universel. Et après, il offrait les dessins aux gens en plus. Disons qu'il faisait une photo pour garder une trace et il offrait les dessins aux gens. Ils racontent toute leur vie dans la jungle de Calais et il y a des choses comme ça qui passent très très bien en bande dessinée. Je lisais plein d'autres trucs sur plein d'autres choses et des trucs de bande dessinée d'histoire où les mecs se documentent beaucoup. Et je suis toujours sidéré de voir à quel point certains auteurs de BD s'investissent vraiment. Ils bossent comme des dingues, avec beaucoup de documentation. C'est un vrai travail de journaliste. Moi, je fais du gros nez, c'est très léger à côté. Je suis vraiment en admiration. Bon, il en faut aussi, faut un peu se distraire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont très, très, très brillants et dont on parle peu parce que malheureusement, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a plus cette visibilité qu'ils devraient avoir à la sortie de l'album. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Nous, on a à peu près fini notre tour. Maintenant, on va arriver sur notre phase étrange. Là, on met du suspense. Ah, il y a une phase étrange. Une phase étrange, oui, ça va venir. Pas de questions ? Oui, non. Ils sont intrigués par la phase étrange. Oui, c'est ça. C'est un questionnaire à la con, en fait. On te propose 2 mots. Ah, c'est horrible. Et tu en choisis un des 2 et tu peux justifier ou pas. D'accord, vas-y. Alors, Hergé ou Franquin ? Alors moi, je dirais Franquin. J'adore Hergé. Je crois que j'ai découvert la BD avec Tintin. Mais Franquin, il y a une... déjà, au niveau du petit détail, toi, Hergé, c'est très clean. Franquin, c'est plein de petites anecdotes, des petits arrière-plans, tout ce que j'aime. Toi. Il fait une voiture, c'est vraiment très réaliste. Hergé, c'est un peu plus stylisé. Et il y a toujours des inventions, des personnages incroyables. Quand même, il a inventé Marsupilami, le comte de Champignac, tout.
Métomol, le GAG, le Zorglum, enfin les Zorglum et les Zorglub, etc. Enfin, pour moi, le grand maître, le dieu vivant, c'est, enfin plus vivant malheureusement, mais mon dieu, c'est Franquin, et Hergé est à sa droite. À moteur ou à pattes? Ouais, non, moi je dirais à moteur malheureusement, parce que c'est vrai qu'on vit une époque de pollution, ça serait bien que tout le monde marche un peu, mais je suis un peu paresseux et c'est vrai que j'adore la moto, donc si j'ai 200 mètres à faire, je les fais à pied, mais si c'est 300 mètres, je commence à me tâter. Soleil ou l'association? Ah oui, tu parles des maisons d'édition. Je crois qu'il y a des soleils ou la pluie. J'allais dire soleil. Non, je suis plutôt association parce que j'aime bien la bande dessinée d'auteur. Et il y a des choses, des fois un peu plus complexes, mais quand même toujours très intéressantes. Alors que franchement, soleil, ça me tombe des mains, totalement. Slip ou caleçon? Alors, c'est un peu les deux. C'est passionnant, ça va intéresser tout le monde. Parce que le caleçon américain qui ressemble un peu à une espèce de short, c'est absolument impossible, ça. Tu remontes à un gros paquet de tissu en haut, et puis alors ça. Hein. Et le slip, c'est aussi un peu le garrot. Donc, je sais pas. Moi, c'est le caleçon qui tient. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Le boxeur, quoi. Voilà, le boxeur. On reste dans les mêmes parties. On reste dans les mêmes parties. On reste dans les mêmes parties. Playboy ou Hustler? Où? Hustler. Hustler? Magazine. Ah, toi, j'ai répondu. Hein. Bah, voilà. C'est Playboy. Blonde ou brune? À toi de choisir de quoi on parle. Alors, si c'est la bière, c'est la blonde. Ça, si c'est les femmes, il n'y a aucune importance. Voilà. Batman ou Superman? Alors, les super-héros, c'est un truc... Bon, j'ai fait des faux super-héros, les parodies, parce que je trouve ça assez ringard. Mais j'ai jamais été fan de Superman, ni de Batman. J'aime bien les produits dérivés, des fois c'est rigolo, c'est un peu kitsch et tout ça. Mais le principe qui est très américain du mal et du bien, du super-héros qui sauve l'Amérique, ça m'a toujours gonflé, ça. Console de jeu ou ordinateur? Alors, console de jeu, t'oublies tout de suite, je sais même pas où on appuie sur les boutons. Je me suis fait pourrir par mon fils à chaque fois. Il me disait, tiens, allez, on va faire une partie ensemble. Alors, j'étais là, alors on fait quoi? Alors, il me montrait, allez, c'est parti. Mais t'es trop nul, allez. Donc, j'ai jamais pu apprendre. Et puis, l'ordinateur, oui, j'aime bien parce que c'est quand même une fenêtre ouverte sur le monde pour connaître qu'Internet, en un clic, j'ai toute la doc que je veux. Alors que quand j'ai commencé la BD, je sortais dans la rue avec un carnet de croquis ou avec mon appareil photo que j'allais faire développer après, c'est compliqué. Donc, Internet, c'est quand même génial. On a toute la doc, tout. Dès que je traite un sujet qui est un petit peu pointu, j'ai tout ce qu'il faut pour me renseigner. Et c'est vrai que c'est un piège. Hein, c'est un piège. Des fois, je cherche un petit truc bien précis et à la fin de la journée, je sais même plus ce que je cherchais. J'ai passé la journée à regarder des trucs et je perds beaucoup de temps avec ça. Ouais. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe? J'aime beaucoup le noir et blanc. Mais maintenant, dans la BD, ça existe quasiment plus. C'est soit pour les albums d'auteurs, soit pour les grands classiques. Là, on fait du beau papier blanc, noir et blanc. Mais si on veut vendre de la BD, maintenant, il faut faire de la couleur. C'est incontournable. Et donc, je dirais couleur, parce que je veux quand même continuer à être vendu. Mais j'adore je trouve qu'un auteur qui dessine bien, il n'a pas besoin de la couleur. Le noir et blanc devrait se suffire en soi. Thé ou café? J'ai des jours pour le thé, des jours pour le café, mais en règle générale, le matin, c'est du café. Et puis après, le repas, c'est du café aussi. Voilà. Voilà. Bon, après, si on m'invite à prendre le thé, ce qui arrive une fois tous les 10 ans, je peux prendre du thé. Mais non, mais c'est vrai que là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une angine, mais j'ai encore quelques restes. Et là, je me faisais du thé citron avec du miel, et c'était mieux que le café. James Dean ou Marlon Brando? Moi, je serais plutôt Marlon Brando. Le blouson noir, quoi. Les deux, c'était des petits voyous. Enfin, ils ont incarné un peu les rebelles. Mais je trouve qu'il y avait une crédibilité dans Marlon Brando qui est vraiment une gueule, qui était un personnage, pour moi, le peu que je connaisse de James Dean, mais si tu veux, plus proche de ce qu'il incarnait que James Dean. James Dean, c'était plus un acteur
Bon, après, on a décrié pas mal sur lui, mais Marlon Brando, c'est un monstre. Ça, on ne peut pas lutter. Ok. Bière ou pastis? Je suis dans les boissons, moi. Ah, c'est là, on est dans le sud. Et dans le nord, ça ne s'oppose pas. Alors, j'ai essayé d'amener le pastis au Chili, parce que je vis avec une Chilienne qui vit au Chili, donc autant dire que je ne vis pas souvent avec elle, mais bon. Quand je suis allé la voir une fois, j'ai dit, allez, je vais amener le pastis là-bas. Et j'ai fait un flop terrible. D'abord, il ne savait pas s'il fallait mettre de l'eau. J'aurais dit qu'il fallait mettre de l'eau. Ça, c'était un petit peu raide quand même. Et puis, après, ils étaient moyennement emballés. Donc, je l'ai remis dans ma culotte, comme on dit, mais c'est une image. Et non, mais je préfère une bonne bière quand voilà, tu fais chaud avec les potes, on se boit une bière. Le pastis, c'est... Par contre, quand je descends dans le sud, je prends du pastis. Pour ne pas me faire repérer en tant que Parisien. Un one-shot ou une saga plutôt? Alors, moi, j'ai toujours préféré les one-shots parce qu'on n'est pas tenu, on se sent plus libre. On fait une série. Alors, maintenant, est-ce que la saga, c'est une saga? Enfin, Lucien, pardon, c'est une saga. On pourrait le penser maintenant. Mais je préfère plutôt des petites séries courtes que des grandes séries qui n'en finissent plus. Et puis ça, il faut vraiment construire un scénario et ça, je n'ai jamais su faire. J'ai toujours un peu improvisé mes scénarios. Des fois, je retombe sur mes pattes, des fois moins. Je retombe juste sur un pied. Okay. The Who ou Led Zeppelin? Ah, ouais, j'aime bien les deux. Hein. Ça, c'est comme Beatles. En général, on dit Beatles, Rolling Stone. Toi, tu as dit Who et Led Zeppelin. C'est la deuxième option. Ça. Ah, ouais, d'accord. Alors, moi, je vais dire peut-être les Who quand même. Parce que j'adorais Keith Moon, le batteur, qui était un fou furieux. Et Led Zepp, bon, à part 2-3 morceaux, Stairway to Heaven, Kashmir et tout ça, il y a beaucoup de trucs qui... Mais j'ai énormément écouté quand même Led Zepp. Hein. Mais je dirais les Who, et pour les autres, je dirais les Beatles. Voilà. 2 chevaux ou DS? Alors moi, j'ai roulé en 2 chevaux toute ma jeunesse, et j'adore la 2 chevaux pour ce côté pratique, pour ce côté pas pousse au crime, parce que vraiment, si tu arrives à passer le 100 à l'heure, c'est que vraiment tu as déjà le vent dans le dos. Et puis c'est vraiment c'est une voiture qui passe partout. C'est vraiment une voiture géniale. Maintenant la DS c'est aussi une voiture géniale, mais c'est pas dans mon style. Mon style, il n'y a plus à 2 chevaux. Plutôt. Merci. On a fait le tour. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je crois qu'on peut applaudir. Merci de votre patience. Merci d'être venu. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Si on veut des infos sur ce que tu fais, toi, sur il y a des endroits. Alors moi, j'ai pas de site. Je suis trop paresseux pour ça. Maintenant, il y a quelques fans, on peut dire comme ça, qui ont fait des trucs sur moi, où on peut voir. Je sais qu'il y a un margerin.free. Margerin.free. Non, c'est pour oui, enfin, Margerin, oui. Je sais même pas exactement l'adresse. Il me semble qu'il y a free dedans. Mais non, à ce niveau-là, je suis vraiment de la vieille école. Je ne me suis pas trop impliqué dans Internet. J'ai pas de site. Puis c'est à l'éditeur de faire la com. Il y a Facebook. On peut me retrouver sur Facebook. Voilà. Je suis avec ma copine chilienne en avatar parce qu'il y a pas mal de Franck Margerin. Mais voilà. Le seul, le vrai, c'est moi. Moi avec ma copine. Ben merci beaucoup. Alors en ce qui nous concerne, vous pouvez nous retrouver sur le site lavoidesbulles.fr où nous mettrons cet entretien en ligne. On mettra aussi une émission spéciale sur le festival parce qu'on va tourner un peu à essayer de rencontrer un maximum d'auteurs pendant le festival pour leur poser des questions. Une émission spéciale sur ce festival en ligne normalement la semaine prochaine. On sera encore là demain matin pour une conférence sur les animaux dans la bande dessinée, donc à 11h. Et demain après-midi à 15h, nous serons accompagnés de Balak et Clem Clé pour parler du turbomédia, qui est une nouvelle façon de faire de la bande dessinée sur Internet, qui est vraiment captivante. Donc je vous invite à vous y rejoindre. Voilà. Bien, merci à tous d'être venus. Au revoir et à bientôt, j'espère. Bon après-midi. Et pour les dédicaces, non, ça va de l'autre côté. C'est ça. Voilà, c'est bon.